prend son souffle. Claude qui prend son souffle. J'imagine beaucoup de concentration en ce moment. Beaucoup de concentration. On s'isole et on n'a plus de bruit. Allez, allez Claude. Allez Claude. Et c'est... Oh, il a raté. Oh, c'est le but de Claude Makelele. Fantastique en 2 temps. Il rate d'abord, ensuite il revient à la charge pour enfoncer le cuir sous les filets de ce gardien. Oh là 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 là, Claude Makelele. Quel joueur qui n'abandonne jamais. Regardez, après un penalty manqué, il ne s'arrête pas, mais il va vers le ballon pour pouvoir l'enfoncer. Regardez le banc. Le banc est tout content. Toujours José Mourinho de Special One qui l'encourage. Claude Makelele, c'est une légende. Chers téléspectateurs, chers amoureux du ballon rond, c'était là la dernière de notre très cher Claude Makelele. Lui qui a touché le ballon de manière officielle pour la dernière fois. Et il tire sa révérence, capitaine du Paris Saint-Germain. Claude Makelele, c'est un gros palmarès. Claude Makelele, c'est plusieurs grands maillots. Claude Makelele, c'est des grands championnats. Et surtout, coaché sous des grands entraîneurs. Mais on ne va pas vous laisser comme ça, puisqu'on a prévu et préparé une interview exclusive qui retrace le parcours du grand Claude Makelele. On se retrouve tout juste après ce numéro. Claude Makelele, ce nom qui ne passe plus inaperçu dans le monde du football. C'est pour moi un plaisir de pouvoir te recevoir dans le plateau de No Limites, ce projet qui met en avant les personnalités d'influence africaine, mais aussi mondiale, qui travaillent à révolutionner leur industrie. Merci beaucoup, Claude. C'est un plaisir. Merci à vous. Je me sens petit face à votre grande personne. Non, vous faites 2 mètres. Claude, mais tu sais, quand je dis ce nom qui résonne, c'est Claude Makelele, c'est des grands championnats, c'est des grands clubs, c'est le FC Nantes, l'Olympique de Marseille, c'est Celta Vigo, Real de Madrid, Chelsea, Paris Saint-Germain. Comment as-tu fait pour toujours rester au top pendant plus de 2 décennies? Non, c'est par rapport à l'amour de ce sport, tout simplement. Quand on a de l'amour sur des choses qu'on fait, on essaye de durer le maximum possible. J'aurais pu continuer par rapport à mon âge, mais après, il y a eu des générations qui ont changé des fois. Donc, je ne voulais pas mélanger ces générations-là qui sont totalement différentes de la mienne, quoi. Tu es né à Kinshasa, très jeune, tu vas en Europe. Et comment se fait on va dire, ton amour pour le football? Comment est-ce qu'il voit? Y a-t-il eu une influence? Non, elle a toujours commencé ici. Ah, d'accord. Elle a toujours commencé ici. C'est vrai qu'à l'époque, on était des enfants, on jouait avec des ballons en plastique. Ouais. On n'avait pas de t-shirt, on avait de la boue, là, on mettait les numéros. Donc, j'étais toujours dans le football, quoi. Il y avait des matchs interquartiers à l'époque. Donc, non, j'ai toujours cet amour-là, et elle était toujours en moi. Donc, je pense qu'elle s'est développée un peu plus en Europe, avec la possibilité où j'ai eu des infrastructures, où c'était un peu, je dirais, quelque chose de nouveau pour moi, voir des équipes de jeunes avec des chaussures de foot, les mêmes maillots, les mêmes équipements, avec des infrastructures différentes. C'était beaucoup plus facile. Et c'est à quel moment que tu te dis, ça y est, je pense que je veux devenir professionnel? Ça ne m'a jamais vraiment passé à l'esprit. La seule chose qui est arrivée, c'est quand je suis parti au centre de formation. D'accord. C'est là où j'ai vu vraiment que, oui, c'est ce que j'ai envie de faire. C'est ce que j'ai envie de faire. Et justement, tu gravis les échelons, tu arrives au FC Nantes, et puis l'Olympique de Marseille, et puis tu t'expatries vers l'Espagne, au Celta Vigo. La différence entre le championnat français et espagnol, est-ce qu'il est grave? Comment tu l'as jugé? Non, différemment. C'est vrai que c'était une époque différente, un football différent. À l'époque, il n'y avait pas la loi Bosman. Je pense que cette loi nous a beaucoup aidés. C'était les meilleurs joueurs allaient à l'étranger. Donc ça veut dire que c'était 1 ou 2 joueurs qui jouaient dans une équipe où il y avait 9 Italiens ou 9 Espagnols. Donc tu devais être un très très grand joueur pour qu'on puisse te recruter à cette époque-là. Et c'est vrai que moi j'ai eu cette chance-là. Parce que, ben voilà, ce que j'ai dit, je mettais tellement d'amour dans ce que je faisais. Et voilà, je voulais progresser. Je n'avais pas vraiment des objectifs, mais je voulais progresser et puis prendre du plaisir au fur et à mesure. Ben, chaque fois, on arrive à une étape, on veut aller à l'autre étape, et ainsi de suite. C'est ça qui m'a permis, voilà, de durer dans ce métier-là. Tu arrives au Celta Vigo, la prochaine étape, c'est le Real de Madrid. Mais quand tu arrives dans un gros vestiaire comme celle du Real de Madrid, comment est-ce que tu fais pour t'adapter? Comme je dis, on se consacre à ce qu'on aime d'abord. Difficilement parce que c'est une étape
de l'élite. Quand on arrive à Madrid, c'est un autre monde. Voilà. Tout à fait. On voit même maintenant, il y a Madrid et les autres. Ils ont beau avoir des difficultés dans certaines étapes, mais ils sont toujours à un niveau supérieur à tous les autres clubs. Le problème qui s'est passé, c'est qu'au Celta Vigo, je suis arrivé par accident. D'accord. À Marseille, j'ai voulu partir de Marseille parce que j'ai été à Marseille pour faire la Coupe du Monde 98. Donc on avait des quotas par rapport à le sélectionneur qui disait, bon, 2 joueurs de Marseille, 2 joueurs. Bon, je ne vais pas rentrer dans cette polémique-là parce que c'est le passé pour moi. C'est juste pour expliquer le contexte. Expliquer le contexte, exactement. Et je dois partir de Marseille parce que voilà, ça ne me plaît pas la manière dont on joue, ça ne me plaît pas la manière où je joue. Donc je me dis, écoutez, il faut que je parte. Et j'ai réussi à partir parce que le problème, c'est que j'avais un contrat avec Dreyfus à l'époque, qui était le patron d'Adidas. C'est lui qui m'avait recruté. Donc il ne voulait pas me laisser partir. Donc mais j'ai insisté vraiment parce que voilà, c'était impossible que je reste à Marseille. Donc ils m'ont libéré, je suis parti au Celta Vigo. Et c'est là que j'ai repris cet amour du football parce que je suis arrivé dans un club que je ne connaissais pas, inconnu au bataillon. Donc les gens me voyaient là-bas, ils me disent bon, c'est bon, il est parti là-bas. Et je suis arrivé, j'ai joué avec des très très grands joueurs. Et j'ai repris le goût du football, donc j'ai repris mon niveau de jeu avec cet amour que j'avais. J'ai remis au service, qualité. J'ai revécu une situation où, et je pense que c'était mon meilleur football après Nantes. Okay. Ça a été mon meilleur football au niveau technique, tactique, ambition. Et c'est pour ça que le Real Madrid est revenu. Et à cette époque-là, ce n'était pas que le Real Madrid, c'était énormément de clubs. Mais le président de Celta Vigo ne voulait pas me laisser partir non plus. Parce que bon, je ne sais pas pour dire, mais je suis attachant. Okay. Dans la manière dont je m'investis dans mon boulot, dans la manière dont je me comporte, sans polémique, avec du résultat. Donc ça a été difficile pour lui, donc il a mis la barre assez haut. La limite du transfert était à l'époque, il n'y avait que le Real Madrid qui pouvait mettre ce genre d'argent. Ouais. Et ils les ont mis. À partir de là, quand ils les ont mis, vous savez, quand on voit un joueur et qu'on a un budget comme ça, on ne peut pas refuser. Donc ils m'ont vendu à Madrid parce que mon père avait insisté. Il y avait d'autres possibilités et moi, je ne voulais pas aller au Real Madrid. Okay. Comme vous avez dit tout à l'heure, c'est des grands clubs où on n'est pas sûr, on va à l'aventure. On peut disparaître à tout moment. Et je pense que j'ai eu un vrai professeur parce qu'il connaissait son fils. Il savait que j'étais capable de surmonter toutes ces étapes-là et réussir aussi à Madrid. Et il y a une chose qu'il m'avait dit, eux, ils ont rêvé quand ils jouaient, ils regardaient Real Madrid jouer, Copa, Di Stefano. Il m'a dit non, si mon fils a cette opportunité-là, c'est là-bas qu'il doit y aller. Exact. Et quand il m'a poussé, ça a été difficile au départ parce que Redondo, il partait. Il jouait au même poste que moi. C'était le joueur du Real Madrid par excellence. Et ça m'a mis du temps, 1 mois, pour m'adapter avec un stade qui te siffle quand tu as le ballon. Pas évident. Voilà, c'était pas évident. Donc voilà, après le public m'a adopté. Ta plus grande réalisation avec le Real de Madrid? Ça a été une confirmation de ce que je devais avoir avant, de la considération que je devais avoir avant, je pense. Et Madrid m'a donné ça. Parce que quand on porte ce maillot-là, au niveau média, au niveau extérieur, fan, c'est un grand joueur. Tout à fait. Parce qu'à cette époque-là, pour aller au Real Madrid, il faut être un grand joueur. Exact. C'est pas comme maintenant où tout le monde va, on signe n'importe qui. Il fallait vraiment être par excellence. Et ça m'a permis d'asseoir mon football. Voilà. La Champions League, lorsqu'on la remporte, on soulève le trophée. Quelle sensation on a? On ne se rend pas compte au départ. C'est après 6 mois, 1 an qu'on se rend compte
de la performance qu'on a fait. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, Real Madrid, pour eux, c'est normal d'aller en finale. Donc, moi, je suis arrivé, il avait déjà gagné 2 fois de suite. Donc, c'était plus important la Liga, parce que ça faisait 14 ans qu'il n'avait pas gagné. Voilà. Donc, quand on a gagné la Liga, ça nous a permis encore de se concentrer plus encore en Champions League. Mais c'était exceptionnel. C'est un trophée, je pense, après la Coupe du Monde, c'est la Champions League. Je t'emmène en 2006. Tu es à Chelsea. Tu es l'année où tu es sacré meilleur joueur de l'année de Chelsea. Et c'est un Chelsea sous The Special One, José Mourinho, qui est souvent défini comme étant une personne avec un caractère volcanique. Oui. Est-ce que c'est le même sentiment que vous avez eu en interne? Oui, c'est un entraîneur très direct, il sait ce qu'il veut et il met les moyens pour y arriver. Donc c'est vrai que quand il est arrivé, la première chose, j'étais au mondial. Après le mondial, on le fait signer, il m'appelle. Voilà. Il m'appelle et dit, voilà Claude, je signe à Madrid, tu es un grand joueur, j'aurais besoin de toi pour ma colonne vertébrale. Voilà. Donc j'étais étonné, j'ai dit, oui bien sûr, coach, c'est normal. Donc le premier rassemblement, il arrive. C'était impressionnant parce que la plupart des joueurs à Chelsea n'avaient rien gagné. Et Chelsea était un club à devenir. Ils avaient gagné des titres avant, mais ce n'était pas Manchester United, Arsenal, Liverpool. Il y avait une petite histoire. Il va au tableau, il fait, bon voilà, ici, il n'y a personne qui a gagné des grandes choses. Vous êtes des joueurs normaux. Le seul grand joueur, c'est Claude Makelele. Donc il met mon nom au milieu de terrain. Il dit, oui, voilà, tout le reste, vous allez chercher votre poste et après, je formerai l'équipe. Wow. Au départ, je n'avais pas compris ce message-là. Il est très, très stratégique. Et je rentre à la maison et puis je parle avec mon père. Je dis, ah papa, il m'a dit, oh, fais attention. Il m'a dit, il a fait comprendre aux autres pour que toi, tu sois toujours régulier aux entraînements. Tu sois un exemple. Ça veut dire quoi? Que tu n'as pas le droit à l'erreur. J'ai dit, ben non. Il m'a dit, écoute-moi, je connais le football mieux que toi, je suis ton père, j'ai joué, vous êtes des petits joueurs. Et c'est vrai qu'il avait raison. Il avait raison. Donc il m'a mis dans une situation pour que les autres sachent qu'il faut travailler et il nous faisait travailler très très dur. Donc moi, à cet âge-là, j'étais l'un des plus âgés. Donc ça ne me posait pas de problème parce que j'étais comme ça. J'étais quelqu'un de très sérieux dans mon boulot, très régulier. Donc ça ne m'a pas posé de problème, mais bon, ça a été un entraîneur qui m'a appris autre chose que le football. Parce que je n'avais pas besoin qu'il m'apprenne le football. Bien sûr. Mais il m'a appris autre chose. Et ça m'a permis aussi d'évoluer dans la vie. Je te ramène quelques mois en arrière, c'est la Coupe du Monde. En Allemagne, l'équipe de France arrive en finale, mais de justesse, rate cette finale. L'Italie championne du monde. Voilà. L'Italie championne du monde. 4e victoire de l'Italie en Coupe du Monde. Oh, la détresse de Fabien. Celle de tous les joueurs français, la joie évidemment des Transalpins. Tu as gardé un goût amer de cette finale ratée? Oui, très amer. J'en parle jamais. J'en parle en off parce qu'il y a des choses qu'on dit, il y a des choses qu'on ne dit pas. Oui, non, c'était ma Coupe du Monde, ma dernière, et puis la retraite en équipe nationale. Donc la chose qui s'est passée après, c'est... Il n'y a que Zidane qui peut le raconter, personne d'autre. Après, on a entendu à droite, à gauche, il n'y a que lui qui peut la raconter. Voilà. On peut dire ce qu'on veut, je peux dire ma version, parce que j'ai ma version à moi, je sais, mais je ne la dirai jamais. Bien sûr. Non, je comprends. Pour le respect pour mon ami. Bien sûr, il faut garder ce mythe, je dirais. Mythe, je ne sais pas, mais bon, il n'y a que lui qu'on a fait un mythe. Tout à fait. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Justement, au club, à l'image de ce que José Mourinho a fait dans le vestiaire, c'est-à-dire que tu es comme le symbole, la colonne vertébrale. Et dans cette équipe, au fil des années, il y a des jeunes qui viennent. Il y a des Didier Drogba qui viennent, avec qui tu joues. Est-ce qu'il y aurait des anecdotes de toi en tant que mentor? Beaucoup, beaucoup.
Quel journal? Par rapport à moi ou par rapport à d'autres joueurs? Non, par rapport à toi, parce que tu es vu comme non, un role model. par rapport à moi, j'ai toujours été quelqu'un qui donne. Même dans mon jeu, je joue, au lieu de me faire plaisir des fois en tant que joueur, mais non, parce que je suis dans la performance, je veux gagner. Donc je sais que pour gagner, il faut une unité, il faut être ensemble. Tout à fait. Voilà. Donc c'est vrai que Didier, quand il est arrivé, il n'a pas compris ce que c'était la Première Ligue. Voilà, je lui ai donné un coup de main. Tout Africain qui venait à Chelsea, je leur donnais un coup de main parce que je connaissais déjà le haut niveau. Je connaissais comment ça fonctionnait, les égos, les positions où on doit être dans l'excellence. Et lui, c'était un attaquant. On l'avait pris pour qu'il marque. Ouais. Machine à but. Voilà. Donc, c'était ça qu'il fallait qu'il comprenne. Tout à fait. Donc, il y avait moi, je me rappelle, je l'ai beaucoup aidé. Jérémy Njitap aussi, parce qu'on était très africanisés. Tout à fait. Voilà. Donc, chaque Africain qui arrivait, on l'encadrait pour qu'il soit à l'aise. Tout à fait. Ensuite, le parcours continue et tu arrives au Paris Saint-Germain, au PSG, où tu prendras même ta retraite, justement, capitaine. Quelle sensation tu as alors? Mais Paris Saint-Germain par accident. Encore. Encore. Il me restait 2 ans de contrat avec Chelsea. Oui. Et moi, je travaillais avec mon avocat, qui est mon avocat maintenant. Et eux, c'était l'avocat de Colonie Capital à l'époque. D'accord. Ils avaient le club. Ils dirigeaient le club. Ça faisait 2 ans qu'ils étaient en 2e. Et ils allaient presque descendre à chaque fois. Okay. Limite, ils se sauvaient en première division. Et un jour, mon avocat me dit, écoute, je voudrais te présenter des gens, ils veulent voir un match à Chelsea. J'ai dit, bah, venez. Donc je les invite, moi je ne sais pas qui c'est, moi je fais plaisir à mon avocat. Donc ils arrivent, on s'assoit, il me dit, bah, voilà, lui c'est le PDG Colonie Capital. Je ne connaissais pas. Ouais. Je dis, oui, enchanté. Mais j'étais impressionné parce que Chelsea, on était une machine à l'époque, donc c'était un match de Champions League, on gagne, tout ça, puis on va manger. Oh, j'aimerais bien que tu viennes au Paris Saint-Germain. J'ai dit, ah bon, vous avez... J'ai dit, mais vous ne pouvez pas m'acheter. Il m'a dit, non, c'est vrai que je ne peux pas vous acheter, mais putain, ça serait bien. J'ai dit, on ne sait pas l'avenir, c'était une discussion. Et puis, il s'avérait qu'à un moment, je commençais à penser, ok, je vais arriver vers la fin à Chelsea, mais Roman, il ne voulait pas que je parte, il voulait que je finisse ma carrière là-bas et avoir un rôle dans le club. Et d'autres, Colonie Capital et le PSG, ils viennent me voir et me disent, écoute, nous, on peut t'offrir ça. On ne peut pas t'offrir ce que tu prends à Chelsea, mais on peut t'offrir un avenir après. D'accord. Donc, je les ai écoutés. Donc, ils m'ont dit, bon, voilà, tu peux jouer 1 an. Comme ça, tu rentres dans le staff en tant que technique directeur ou est-ce que le poste que tu veux, tout ça, tout, sur 5-6 ans. Puis j'ai réfléchi, on en a parlé avec mon père parce que chaque décision que je prenais, j'avais besoin d'en parler avec lui parce que c'est quelqu'un qui a été très important dans ma vie, dans ma carrière, dans ma vie. C'était vraiment mes fondations. Tout à fait. Voilà. Il m'a dit, ben, tu devrais réfléchir parce que, oui, c'est vrai qu'après ta carrière, il faut que... Il y a encore une autre carrière qui vient après. Il y a un autre cycle qui vient après. Cette cycle-là, tu te défends sur le terrain, mais l'autre, il faudra te défendre autrement. Et puis j'ai réfléchi, c'était une décision très, très difficile. Donc je vais voir Roman et je lui ai dit, écoutez, j'avais 2 ans de contrat, j'ai dit... Oui, j'ai la nostalgie du pays, j'aimerais retourner, voilà, j'ai ce projet-là, qu'est-ce que vous en pensez vraiment? Il m'a dit non, mais Claude, j'ai dit écoutez, voilà, j'ai vraiment réfléchi, j'ai pris ma décision. Et ça ne serait pas bien que je reste dans des conditions où ma tête est ailleurs. Ouais. Et mes performances, ils seront pas bien. Il m'a dit, bah, écoute, bon, ok, bon, allez, je te laisse partir. Je te laisse partir. Donc, il ne demande pas de transfert. Ah, d'accord. Il me laisse partir libre. Donc, je pars à Paris. J'arrive à Paris, au lieu de jouer 1 an, je joue 3 ans. Parce que les budgets, vous savez comment c'est. Donc, je stabilise le club. Parce que quand j'arrive, il me donne les cartes blanches. Il me dit, Claude, voilà, je te laisse, tu gères ça. La seule chose que je lui ai dit quand je suis arrivé, j'ai dit, il y a un problème au club. Vous mélangez tout. Sportif, égo, au bureau, tout le monde descend. C'est la fête au village ici. Donc, la meilleure chose pour qu'on ait des performances avec cette équipe-là, de séparer l'administration et le sport. Pour l'instant, ce n'est pas compatible. Quand on fera des résultats, ça va gommer un peu les négativités et après, vous pourrez faire l'équilibre, tout ça, tout. Donc, il m'écoutait, donc il commençait à boycotter l'entraîneur. J'ai dit non, pas l'entraîneur, surtout pas. C'est la colonne vertébrale. Ouais, mais non, j'ai dit s'il vous plaît.
Parce que je ne voulais pas emmener du négativité pour que les gens pensent que je suis un opportuniste. Tout à fait, oui. Voilà. Donc l'entraîneur, il a pensé ça. Donc j'ai été le voir, j'ai discuté avec lui, j'ai dit écoutez, vous allez voir au fur et à mesure de la saison, ce que vous pensez, c'est pas ça. Donc la première saison, on est arrivé entre, je me rappelle, 1er et 8e, c'était le renouveau. Oui. Il vient me voir, il me serre la main, il me dit excuse-moi, c'est vrai, tu avais raison. Donc lui, il part et un autre entraîneur arrive. Donc je fais 3 saisons. Et après, les Qatariens arrivent à racheter le club via Économie Capitale et ainsi de suite. Donc les Qatariens, je les connaissais avant. Donc il me dit reste avec notre projet, ça va être bien, tu vas nous accompagner. Donc après, je suis resté toutes ces années-là. Claude, tu as joué dans plusieurs stades au travers le monde. Il y a un fléau qui existe dans le football qui s'appelle le racisme. Comment y remédier? Les sociétés changent, les générations changent. J'ai vécu énormément de choses, pas comme maintenant, mais je l'ai vécu à un niveau supérieur et j'en parle que ma génération, d'autres générations l'ont vécu plus. Je pense qu'il faut rester indifférent. Moi, je me suis fait insulter plusieurs fois. Je regardais, je faisais juste un sourire. Et je pense que c'était la meilleure réponse. Tu parles de ma couleur, je suis noir, je regarde, oui, je ne suis pas blanc, oui, je suis un peu foncé. Oui, tu as raison, et alors? Ça ne change rien. Ça ne change rien à ma vie. Donc à partir du moment où tu as cette réaction-là, la personne, elle est devant toi et devient bête, ben, il va passer à quelqu'un d'autre. Voilà. Faut avoir une force de caractère, tout simplement, et savoir qui on est. Et je pense que c'est la meilleure réponse. Oui, ça existera toujours. Ça change de société, ça change de forme, ça existera toujours. Claude, natif de Kinshasa, je pense que depuis tout au long de votre parcours, vous avez toujours gardé un œil, c'est vrai, sur votre pays d'origine, la RDC. On va dire cette période, l'équipe nationale... Je vais te le couper, tu le confirmes, tu sais pourquoi tu le confirmes. C'est bien que ça vienne de la bouche d'un Congolais. Tout à fait. Parce que souvent, il y a des contradictoires, les gens ils se posent des questions. Le problème à moi, c'est que je ne m'exprime pas. Tout à fait. Le silence dit tout. Mais j'ai toujours été un Quinois 200% en sang. Et vous le savez, de toute façon. Bien sûr, donc, bien sûr. Voilà, je suis bien positionné pour le savoir. Exactement. Donc, mais c'est bien que je revienne régulièrement et que je redonne un peu tout ce que j'ai appris dehors, parce que j'étais un invité dehors. Tout à malgré fait. que je suis français. Exactement. Et je ne peux pas renier ça parce qu'ils m'ont donné cette plateforme que j'ai. Donc, ils en ont profité, ils vont encore en profiter, et je vais aussi faire en profiter mon pays aussi, d'origine. À un moment, il y a eu plusieurs rumeurs qui vous ont envoyé à la tête de la sélection nationale de la RDC. C'est vrai, ça vous tente? Comme j'ai dit encore, le silence dit beaucoup de choses. Tout à fait. Vous comprenez ce que je veux dire? Tout à fait. Parce que je ne vais pas non plus rentrer dans la polémique. Ouais. Je suis quelqu'un qui aime l'unité, le rassemblement. Ouais. Yes. Comme vous savez toujours que j'ai toujours aidé l'équipe, les Léopards. Bien sûr, bien sûr. Quand j'étais joueur, Bien sûr. quand j'ai terminé, et jusqu'à maintenant, indirectement. Mais je ne fais pas de publicité. C'est ça mon problème. Tout à fait. Aujourd'hui, vous êtes ambassadeur des 9e Jeux de la francophonie qui se tiendront à Kinshasa. Quel sentiment, qu'est-ce que cela représente pour un natif de Kinshasa, après une si grande carrière, pouvoir porter le drapeau si haut? Je voudrais d'abord remercier le président. Parce qu'on connaît notre pays, hein, c'est pas, rien n'est facile. Il a vraiment insisté. Ça fait depuis 4 ans qu'on parle de cette compétition. Tout à fait. La première fois que je l'ai vu, c'est lui qui m'en a parlé. Il voudrait que je sois ambassadeur. Après, bon, je me suis mis derrière et j'ai attendu tout simplement. Donc, voilà, c'est arrivé. C'est quelque chose d'exceptionnel parce que c'est une vitrine pour nous. On a besoin de quelque chose comme ça. Pour que l'extérieur, on donne une autre image que les gens pensent de nous. Bien sûr. Et c'est très important. Et j'ai accepté ça aussi parce qu'il y aura des vraies infrastructures, c'est ce qu'il manque actuellement, qui permettra à nos jeunes de pouvoir évoluer dans de bonnes conditions et avoir la même chance que j'ai eue, mais ici au niveau local. Voilà. Un héritage que le gouvernement, au travers de ces Jeux, va accorder au pays, des infrastructures qui permettront à ces jeunes talents qui viennent des 4 coins des communes de Kinshasa de pouvoir être les futurs Claude Makelele de demain. Exactement. Parce que vous êtes une source d'inspiration pour beaucoup. Et Claude, si
S'il fallait, avec aujourd'hui un peu de recul, regarder en arrière, quelle serait, selon toi, ta plus grande réalisation dans ta carrière de football? D'avoir eu cette opportunité-là de vivre ce rêve d'enfant et l'aboutir à un niveau où j'ai pu être et puis créer quelque chose. Vous savez, quand on arrive à ce niveau-là, la seule chose, mais on le fait, c'est pas une ambition. Moi, ça a été indirectement. Et je reviens à père son âme à mon père, il m'a dit « Merci mon fils, avant de mourir, tu as mis mon nom dans les étoiles du football mondial. » Et ça, c'était une fierté pour moi et je suis vraiment content. J'aimerais poser cette question, mais différemment de l'autre côté. Quel a été le plus gros challenge que tu aies rencontré? Beaucoup. Beaucoup de gens qui te veulent du mal, qui ne veulent pas que tu arrives à tes objectifs, mais pas frontal. Et moi, je suis quelqu'un de frontal. C'est peut-être un défaut, mais je pense que c'est une qualité. Voilà. Donc, j'ai vécu ces choses-là en silence, mais j'avais une seule chose où je pouvais me défendre, c'était ce rectangle vert. Yes. Et ça ne ment pas. Ça ne ment pas du tout. L'entraîneur ne peut pas t'aimer, il peut te haïr. Et si tu lui fais gagner des matchs, il va te faire jouer. Exactement. Exactement. Voilà. C'était la seule réponse que j'avais. Non, mais c'est parfait. Claude, je crois que c'est tout pour nous. C'était un plaisir de pouvoir te recevoir dans ce plateau de No Limites, ce show qui met en avant les talents africains mondiaux qui travaillent à révolutionner leur industrie. Et Claude Makelele, c'est ce nom-là, parmi les étoiles, comme son père l'a si bien dit. C'est pour nous un plaisir et je t'en remercie énormément. Un plaisir partagé. Et je vous souhaite vraiment de réussir parce que c'est quelque chose que vous faites bien. Et surtout, vous allez avoir la possibilité d'avoir tous nos talents tous les jours. Donc voilà, donc c'est bravo à vous aussi. C'était là l'interview exclusive de Claude Makelele et nous sommes entrés en profondeur pour connaître la quintessence de son histoire, de son talent et de son secret pour rester au top niveau pendant autant d'années. C'était pour nous un plaisir de pouvoir commenter et surtout vous présenter tout ce que nous avons préparé comme contenu exclusif autour de la légende Claude Makelele. Quant à moi, je vous dis merci. Mais avant de conclure, j'aimerais bien terminer comme je l'ai dit souvent. Lorsqu'il vous est demandé de faire un travail, rassurez-vous de sortir un contenu extraordinaire. Ne soyez pas comme les autres. Ne soyez pas ordinaire. Sinon, ça ne sert à rien. Un grand merci à toute l'équipe et on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode de No Limites. C'était Junior Kiakou, sous la casquette du commentateur.